La nation malienne rend un ultime hommage au général d'armée Sadio Camara. Et le titre de ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Comme je l'annonçais dans le titre, le général de corps d'armée Sadio Camara est tombé le samedi 25 avril 2026 sur le champ d'honneur lors des événements tragiques qui ont endeuillé notre nation. La nation lui a rendu un dernier hommage, saluant ce digne fils du Mali qui a consacré toute sa vie à la défense de la patrie. La cérémonie placée sous l'autorité du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'est tenue en présence de plusieurs sommeliers nationale et internationale ainsi que d'une foule compacte venue rendre un hommage à l'illustre disparu. Voyons tout ceci avec nos envoyés spéciaux Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Nul n'échappera à la règle douloureuse que tout être humain goûtera un jour à la mort. Le général Sadio Camara a définitivement déposé les armes ce samedi 25 avril 2026 suite à l'attaque terroriste qui a visé son domicile. A récolté dans nos cœurs et dans nos cités, sonnant l'alarme de la douleur et de la gravité. Il annonce la perte immense de la patrie et l'appel à l'unité. Autour de la mémoire du général de corps d'armée Sadio Camara, en ce moment de recueillement, nous saluons avec respect et gratitude son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armes. En ce jour de deuil national, nous nous inclinons devant la mémoire d'un homme dont la vie fut entièrement consacrée au service de la patrie. Le général de corps d'armée Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, est tombé le 25 avril 2026, victime d'une attaque terroriste. Aux côtés de nombreuses autres victimes collatérales, collées ou anonymes, sa disparition tragique nous rappelle la dure réalité des menaces auxquelles notre nation fait face. Mort, où est donc ta gloire? Arraché prématurément à l'affection de ses amis, de sa famille et de ses collaborateurs, tous saluent unanimement la mémoire de ces soldats, acteurs majeurs de la réforme et de la refondation de notre outil de défense, fait général Sadio Camara. En ce jour, jeudi 30 avril 2026, nous pouvons célébrer une vie, nous devons rendre grâce et témoigner d'une vie qui a marqué à jamais notre histoire, notre présent et continuera de marquer notre futur. Devant cette beaucoup, le silence qui nous étreint n'est pas celui du vide, il est l'écho puissant d'une voix qui apporte si haut les aspirations de tout un peuple. Lorsque la Convention m'a confié la redoutable mission de prendre la parole en son nom pour transmettre nos condoléances à la nation et partager les sentiments des camarades sur la perte du général d'armée Sadio Camara, je me suis senti comme dans un piège, un triple piège. D'abord, qui suis-je, moi, pour prétendre cerner ce grand homme, le temps de m'exprimer en cette si terrible occasion. Quelle légitimité est de parler de Sadio? Qui suis-je de faire en public les louanges de celui qui a toujours vécu dans la discrétion et l'humilité, fuyant les projecteurs de la gloire personnelle? Comment vais-je dénommer le sentiment de colère, d'impuissance, voire de honte, non de honte, alors que depuis le samedi 25 avril 2026, je n'arrive pas à expliquer à ma propre conscience
Pourquoi ce n'est pas moi qui suis parti à la place de Sadio? Pourquoi Allah a décidé de prendre le meilleur d'entre nous, celui qui s'appliquait avec tant de ferveur à exécuter sur terre la volonté divine? Je ne sens aucun mérite de me trouver au podium ici et de tout. Je devais être avec lui. L'ordre naturel des choses aurait d'ailleurs voulu que ce soit lui, mon frère, mon ministre, qui dirige l'oraison funèbre lors de mon décès. Les étoiles de son rang ne s'éteignent pas. Elles guident désormais nos pas vers la victoire. Mon sabre se repose, mais mon esprit reste au front à vos côtés. Camarades, ne lâchez rien, la victoire sera à nous. Tels étaient entre autres les messages du défunt de son vivant. C'est dans la douleur et de l'écrivain que je prends la parole au nom de la Confédération des États du Sahel. Pour saluer la mémoire d'un homme d'État, j'ai nommé le général d'armée Sadou Kamara. Ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, fonction qu'il a occupée depuis 2020. À ce moment de douleur, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses frères d'armes et au peuple malien. Mais à Kati, il s'est éteint dans la ville qu'il a vu naître. Victime d'une lâche et barbare attaque perpétrée par des terroristes, les ennemis de la liberté et de la paix. Le général Sadou Kamara est tombé en héros, les armes à la main sur le champ de l'eau. Il n'était pas seulement un officier général, il est incarné aussi une génération de soldats décidés à redonner à la patrie malienne sa pleine souveraineté, sa gloire et sa dignité. La renommée la plus extraordinaire ne sauve pas du destin commun, dit-on. L'illustration la plus parfaite de cette assertion, vérité intemporelle, n'est-elle pas l'objet de notre présence en cette funeste matinée? La mort est le seul mal dont l'homme ne peut se préserver. Elle est inéluctable et notre finalité à nous tous. Le désarroi, la douleur et souvent l'incompréhension nous submerge lorsque nous perdons un être cher et nous oublions très souvent dans ces tristes moments que seul l'omniscient détient la clé de ce mystère et en choisissant l'heure et le lieu. Dieu a choisi de rappeler à lui le ministre d'État, le ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali, le général de corps d'armée Sadou Kamara, en cette funeste journée du 25 avril 2025. À noter que cette cérémonie funéraire témoigne de l'engagement et de la détermination du général d'armée Sadio Kamara, tombé les armes à la main. Il repose désormais au cimetière de Kati à l'âge de 49 ans, laissant derrière lui un héritage précieux pour les générations futures. Défilé militaire a mis fin à la cérémonie. Dors en paix, mon général. Dans un moment de recueillement, le Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga a lu la floraison funéraire en hommage à ce digne fils du Mali. Suivons. Une des missions qu'on aurait bien aimé ne jamais avoir à effectuer, ne serait-ce qu'une seule fois de toute sa vie au service de la nation. De ces missions, et celle-là qui m'échoit en ce moment. Prononcer l'oraison funèbre d'un compagnon, d'un ami, d'un collègue et d'un frère d'armes, brutalement et injustement fauché dans la force de lâche, du fait de la lâcheté, de la traîtrise et de la barbarie. La mort, et nous l'avons appris en nos dépens, est un verdict divin sans appel. Mais face à certaines morts, dans l'incapacité de transiger avec notre Créateur,
nous n'avons d'autre choix que de nous interroger. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Cette interrogation particulièrement grave qui délimite le champ de notre modeste condition humaine recèle à la fois notre cri de détresse, notre impuissance et notre résignation face à la mort. Ce passage obligé qui est malheureusement notre avenir à tous. Distingués invités, mesdames et messieurs, souffrons seuls ou en communion, mais souffrons quand même de toutes les formes d'expression en pareille circonstance. Exprimons dignement notre colère, cette colère qui est à fleur de notre peau, mais sans jamais la laisser exploser. Bien au contraire, réjouissons-nous de certaines morts qui inscrivent dans le marbre pour l'éternité un nom qui font la fierté d'une famille et qui couvrent d'honneur toute une institution, toute une nation. Ainsi en est-il de la mort du général d'armée Sadio Camara. Nous restons sur place. De nombreuses personnalités administratives, religieuses et coutumières ont assisté à cette cérémonie empruntée de témoignages et de souvenirs en hommage au général Feu Sadio Camara, arraché prématurément à l'affection de tous le samedi 25 avril 2026. Il se confie au micro de nos reporters Amadou Camara et Ibrahim Koulibaly. Un double sentiment, un sentiment d'abord d'avoir perdu un digne fils du Mali, en la personne du général Sadio Camara, qui a consacré toute sa vie depuis sa jeunesse jusqu'au moment où il est retourné à notre Créateur. Il a donné sa vie au Mali. Et il ne cessait de répéter que même s'il faut mourir pour le Mali, qu'il est prêt. Et il l'a prouvé. Donc nous prions pour lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et l'accueille au paradis éternel. Toute personne, qu'il soit militaire, qu'il soit civil, qui meurt en défendant sa patrie est un shahid. Donc Sadio Camara est un exemple pour la jeunesse malienne. Il est un exemple de la bravoure. Il est un exemple du patriotisme. Nous devons donc lui prendre comme un exemple. En prenant général Sadio Camara un exemple, notre pays ne tombera jamais. Nous sommes ici sur les lieux des funérailles du général d'armée, puisqu'il a été promu hier par décret présidentiel. Général d'armée Sadio Camara, et je voudrais vraiment du fond du cœur, et c'est vrai que nous sommes meurtris, présentons nos condoléances à l'ensemble de sa famille et à l'ensemble des Maliens, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, et prier pour que son âme et les membres de sa famille qui ont perdu la vie, ainsi que tous les FDS et toutes les victimes collatérales, pour qu'elles reposent en paix. Cette tragédie vraiment doit faire en sorte que nous nous remettions en question et que nous nous rassemblions autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le Mali. C'est ce que nous avons tous en commun, toute ethnie confondue, toute religion confondue, toute considération sociale confondue, nous n'avons que le Mali. Et cette tragédie doit nous permettre non seulement de nous remettre en question, mais de nous unir et parler d'une même voix et travailler pour la stabilité du Mali et pour la paix. Le premier message que j'ai d'abord, c'est pour apporter notre condoléance. Moi, je suis venu au nom de tous les Maliens qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Avant-hier, j'ai reçu près de 300 personnes, Maliens comme les Ivoiriens, comme de la CEDEAO, comme des diasporas. Tout le monde ont les mêmes doléances, ont les mêmes difficultés, ont les mêmes soucis pour le défait de Sadio Camara, avec tous ceux qui sont tombés. On est venu apporter notre condoléance pour lui dire que la terre soit légère. Je suis venu avec Aïdara Al-Kassoum, Youba Koulibaly, Baye Diakité, on est tous ensemble. Donc vraiment, avec Ousmane, on est venu vraiment remercier tout le monde et puis pleurer avec tout le monde. C'est pour cette raison qu'on est là, au nom de tout le monde. La famille, c'est pour nous. Sadio Camara, quelqu'un qui est parti, c'est pour tout le monde. C'est tout le monde, c'est toute l'Afrique et surtout le Mali. Vraiment, on prie Dieu que la terre soit légère. Que la terre soit légère. Vraiment, on prie Dieu encore, vraiment que ceux qui sont malades là, que Dieu lui donne la santé
et la sagesse, ils n'ont qu'à continuer. Le combat, on vient de commencer. Donc, il ne faut pas se décourager. On va aller jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup. Nous sommes profondément touchés par une grande émotion de la disparition d'un grand homme. Un soldat du développement, un soldat du progrès, un soldat de la souveraineté. Le secteur privé du Mali pleure aujourd'hui un de ces grands hommes. Et c'est monsieur qui a tout donné pour son pays. Et il est très difficile de pouvoir parler de l'homme, tout ce qu'il a fait pour le Mali. Et nous rendons un dernier hommage, que son âme repose en paix, que la terre lui soit légère. Il est parti pour la patrie et toute la reconnaissance de la patrie à l'endroit de ce grand fils du pays. Et nous disons merci au général d'armée Sadio Camara pour tout ce qu'il a fait pour la nation. Et c'est aujourd'hui l'occasion de présenter toutes nos condoléances à sa famille et à tous ses proches. Et la jeunesse malienne aujourd'hui pleure Sadio pour sa disparition. Mais nous sommes résolument engagés, déterminés à défendre cette vision qui est portée par nos plusieurs autorités, qui est la défense de notre patrie, la souveraineté nationale. Et la jeunesse malienne aujourd'hui reste engagée, mobilisée pour soutenir cette vision qui est la souveraineté. Et nous en sommes très sûrs aujourd'hui qu'à travers la mobilisation, la jeunesse malienne est engagée. Et nous demandons à tout un chacun de se mobiliser, à donner les bonnes informations à nos forces de défense et de sécurité pour pouvoir quand même sauvegarder l'intérêt de notre pays, qui est la souveraineté de notre pays aujourd'hui. Sadio était un frère, un grand frère, aussi un militaire qui a tout fait au Mali. Comme le président de la transition même a dit qu'il est avec Sadio, ils sont amis depuis leur enfance, depuis ils étaient 12 ans. Donc ça veut dire qu'il était pertanais. Depuis au pertanais, ils étaient ensemble. Donc la perte de Sadio, ce n'est pas pour la famille de Sadio seulement. C'est ça que je dis aux frères de Sadio, j'étais à leur côté. On pleure ensemble sur Sadio. Ce n'est pas eux seulement qui ont perdu leur frère. Sadio est notre frère et nos frères. Sadio, comme même père, même mère, on le considère aujourd'hui. Il a tout fait pour le Mali. Depuis avant 20 ans, jusqu'à nos jours, Sadio est sur le terrain. C'est un homme de terrain. À son temps de ministre de la Défense, il a pu avancer l'armée malienne. Il a acheté beaucoup de matériel militaire pour défendre notre nation, notre Mali. Donc la mort de Sadio doit rassembler les Maliens. Ainsi va la vie d'Orampé, digne fils du Mali, général d'armée Sadio Camara. Et c'est ce qui nous amène en Côte d'Ivoire. L'Assemblée générale extraordinaire du regroupement des structures en charge des écoles confessionnelles islamiques de Côte d'Ivoire s'est tenue du 24 au 25 avril 2026 à Bouaké. La rencontre a réuni de nombreux acteurs du secteur, dont la direction des écoles Chérifla. Khadija Traoré, Djakarija Dambélé nous en dit plus. Ce groupement, dénommé Plateforme des structures islamiques d'éducation, a mobilisé les principaux acteurs du secteur autour des défis et perspectives de l'enseignement islamique. Pendant 2 jours, les participants, venus de plusieurs régions du pays, ont planché sur la structuration de la plateforme, l'harmonisation des programmes et le renforcement de la qualité de l'enseignement dans les écoles confessionnelles islamiques. C'est de donner le même droit aux enfants qui vont dans nos écoles qu'à tous les enfants de Côte d'Ivoire. Depuis 2011, les acteurs de l'éducation en milieu musulman bénéficient de l'encadrement, de l'accompagnement et de la subvention de l'État de Côte d'Ivoire. C'est de prendre conscience que nos écoles sont des écoles au même titre que toutes les écoles de Côte d'Ivoire. À ce titre, nous avons le devoir et nous avons le challenge de faire de nos enfants les meilleurs, parmi les meilleurs en Côte d'Ivoire. Et cela passe nécessairement par la formation qualitative de nos enseignants, par aussi des infrastructures qui font envie d'aller dans ces écoles.
Les échanges ont également porté sur les relations avec les autorités éducatives et la reconnaissance des diplômes. Beaucoup de nos enfants ils vont étudier à l'extérieur, dans les pays arabes et dans les pays islamiques. Et à leur retour, il n'y a pas d'équivalence de leur diplôme. Donc ça, c'est un problème il faut qu'on règle ces problèmes. Parce que ces enfants-là, ce sont les enfants de Côte d'Ivoire. Donc la sécurité de la Côte d'Ivoire dépend de ça. Parce que si ces enfants-là, ils sont mis hors de la société civile, ça peut constituer un autre danger dans l'avenir. Donc pour que vraiment la Côte d'Ivoire soit un pays de paix, un pays de tranquillité, nous demandons à nos autorités de vraiment se pencher sur ces problèmes-là. Donc ça fait partie de nos préoccupations que nous allons étaler à notre monsieur le ministre pour qu'on puisse ensemble trouver une solution à ces problèmes. Il y a d'autres problèmes, mais le problème clé même actuellement, ce sont les problèmes d'équivalence de nos diplômes à l'interne comme à l'extérieur. La direction des écoles Chérifla a pris une part active aux travaux, réaffirmant son engagement pour une éducation islamique moderne, citoyenne et conforme aux normes nationales. La plateforme prévoit de restituer les conclusions de cette assemblée aux autorités compétentes et d'organiser dans les prochains mois des rencontres régionales pour assurer la mise en œuvre effective des décisions prises. L'actualité autrement, en bref et en image avec la voix de Moussa Fomba. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a qualifié de fructueuse sa rencontre à Moscou avec le dirigeant russe Vladimir Poutine et a exprimé l'espoir d'un renforcement des relations bilatérales. Il y a eu des discussions productives avec le président Vladimir Poutine au Kremlin ce mercredi 29 avril. Nous avons réaffirmé notre engagement commun à renforcer la coopération entre nos deux nations et à la porter à de nouveaux sommets pour le bénéfice mutuel de nos peuples, a écrit le dirigeant congolais sur sa page de réseau social X. La visite de Sassou Nguesso en Russie constituait son premier voyage à l'étranger depuis sa victoire à l'élection présidentielle en mars, écrit l'agence de presse Adiak. Lors de sa rencontre avec le dirigeant russe, Sassou Nguesso a souligné sa volonté d'adopter un plan de coopération triennale avec la Russie. Il a également insisté sur le désir du Congo de renforcer ses liens avec la Russie dans les domaines de l'économie, de l'éducation et de la formation professionnelle. Le président de la République du Congo a effectué son premier voyage à Moscou en tant que chef d'État durant l'ère soviétique et cette visite marque son 9e voyage en Russie depuis la chute de l'Union soviétique. Si les États-Unis reprennent les hostilités, les forces armées iraniennes frapperont le personnel militaire américain, même s'il se trouve dans les palais des monarques du Golfe, a déclaré Manouchehr Mottaki, ancien ministre des Affaires étrangères de la République islamique. À Istanbul, lors de la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'est tenue du 15 au 19 avril, j'ai appelé les États du Golfe à prier pour que les Américains ne déclenchent pas une nouvelle guerre. Cette fois, nous frapperons les terroristes américains, même s'ils se trouvent dans les palais des monarques du Golfe, a-t-il déclaré à SNN lors d'un entretien. Mottaki a souligné que les conséquences pour toute la région seraient désastreuses si la guerre reprenait. Le président du Parlement iranien, Mohamed Bagher Ghalibaf, de son côté a rayé la stratégie ratée de l'administration américaine consistant à imposer un blocus naval dans le détroit d'Ormuz afin de cibler les exportations de pétrole iranien. 3 jours se sont écoulés, aucun puits n'a explosé. Nous pourrions prolonger le forage jusqu'à 30 jours et diffuser en direct ici. Et d'ajouter, c'est le genre de conseil absurde que l'administration américaine reçoit de gens comme Bissent, le secrétaire américain au Trésor, qui défendent également la théorie du blocus et ont fait grimper le prix du pétrole à $120. Prochaine étape, $140. Auparavant, Trump avait laissé entendre que l'infrastructure pétrolière iranienne pourrait exploser en 3 jours si les perturbations causées par le prétendu blocus naval américain se poursuivaient. Les États-Unis prévoient d'élargir leur arsenal de dissuasion nucléaire, a déclaré le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, lors de son discours devant la commission des forces armées de la Chambre des représentants. Il a également mis en garde l'ensemble de l'hémisphère occidental, déclarant que les États-Unis étaient prêts à recourir à la force militaire s'ils le jugent nécessaire. Le Pentagone ne permettra jamais que notre nation soit exposée à un chantage nucléaire,
même dans un monde où nous sommes confrontés à deux autres grandes puissances nucléaires. Les États-Unis sont prêts à mener des opérations militaires dans l'hémisphère occidental si cela s'avère nécessaire pour promouvoir leurs intérêts. Après des années de négligence, les États-Unis rétabliront leur domination militaire dans l'hémisphère occidental. Washington ne permettra pas à ses adversaires de positionner leurs forces ou d'autres capacités menaçantes dans l'hémisphère occidental. Les alliés de l'OTAN qui n'ont pas soutenu l'opération militaire contre l'Iran en subiront les conséquences. Là où ils ne prennent pas leurs responsabilités, il y aura des conséquences. Lors de l'opération en Iran, de nombreux alliés ont démontré leur manque de fiabilité. Ces dernières semaines, par exemple, un trop grand nombre de nos alliés de l'OTAN ont montré qu'ils ne pouvaient pas compter sur notre soutien aux opérations menées par notre pays contre l'Iran, alors même qu'ils sont bien plus dépendants des marchés énergétiques du Moyen-Orient que nous, et qu'ils partagent notre intérêt à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et à réduire ses capacités de projection de puissance. Les alliés exemplaires qui prennent leurs responsabilités comme Israël, la Corée du Sud, la Pologne, la Finlande, les pays baltes et d'autres bénéficieront de notre soutien particulier. Une apocalypse nucléaire est bel et bien possible et ceux qui n'en prennent pas conscience sont soit des rêveurs, soit des imbéciles, a déclaré le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, lors du marathon éducatif Le Savoir d'abord. Selon lui, l'Union européenne est actuellement dirigée par des idiots qui détruisent ce qui a été construit au fil des décennies. L'évolution des relations de Moscou avec les pays occidentaux montre que l'empereur Alexandre III avait raison lorsqu'il a déclaré à propos des alliés de la Russie. Nous avions tendance à idéaliser nos relations avec nos voisins, le monde occidental. Alexandre III avait raison lorsqu'il a affirmé que la Russie n'avait que deux alliés et il ne faut pas oublier qu'il parlait de l'armée et de la marine. Les Européens souhaitent l'effondrement de l'État russe. Ils ne comprennent pas grand-chose à ce que nous disons. Ils ne veulent pas nous entendre et franchement, ils souhaitent l'effondrement de notre État. Notre conflit actuel avec le monde occidental est existentiel, c'est-à-dire une question de survie. Malheureusement, je ne me fais aucune illusion sur ce qui va suivre. Les dirigeants européens ne cessent de le répéter, les Russes vont certainement nous attaquer. Quant à l'Europe, nous n'avons aucun plan agressif. Pourtant, cette spirale infernale se poursuit avec une production massive d'armes et la quasi-totalité des dirigeants européens, y compris ceux des pays les plus influents, affirment qu'ils sont conscients de la nécessité de se préparer à repousser toute agression et que la guerre est inévitable. Des dizaines de pays occidentaux sont directement impliqués dans le conflit actuel avec la Russie. L'Ukraine bandériste n'est pas notre seul adversaire. Des dizaines de pays occidentaux participent également directement à la guerre contre notre pays. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une participation directe et non d'une implication hybride, puisqu'ils désignent des cibles pour des frappes, fournissent diverses armes à notre ennemi et de fait orientent ses actions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain à la même heure sur le même plateau, s'il plaît à Dieu. Bonsoir.